Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission lundi soir, lendemain de match de l'OGC Nice qui avait bien la possibilité de montrer à la France du foot que bien, c'était une équipe qui pouvait jouer au ballon en ce dimanche soir. Seulement, ça a accouché d'un piteux match 0-0 contre l'Olympique lyonnais. Alors, on a Clément que vous connaissez puisque c'est ta troisième venue, hein. Il est là, hein. Je suis bien là. Voilà, et t'as beau avoir ton maillot de Montpellier, tu es bien le représentant lyonnais de l'émission. Au programme ce soir, on va parler du match, forcément, ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché, les sujets un peu sensibles, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de réactions hier soir après le match, même encore aujourd'hui. Et puis la deuxième partie dédiée au mercato, forcément, et à l'arrivée officielle de Romain Perrault, qui, il y a tout juste une vingtaine de minutes, a été officialisé sur le site du club par le club. J'ai le plaisir déjà d'accueillir le binôme de l'émission, l'homme d'expérience qui est un peu malade ce soir, qui a fait le foufou en tribune, mais qui est bien présent ce soir. Comment ça va, Romain? Ça va, tranquille, hein. Enfin, le foufou, je l'ai pas fait longtemps, hein, en tribune, hein. C'est au bout de 20 minutes, je me suis dit, oula, il fait très froid et il n'y a rien pour me réchauffer. Donc voilà, non, non, un peu malade, mais merci de l'invitation, toujours un plaisir. Il est le fondateur, il a même breveté le hashtag Rien dans la presse dans la communauté de l'OGC Nice. C'est Axel. Comment tu vas, Axel, pour sa grande première dans le club Pancho? Ouais, ça va, merci de l'invitation depuis le temps que je devais venir dans ton Deux émission. ans. Très content d'être là. Ouais, Très content c'est aussi ça. puis ravi de t'avoir dans le club Pancho. Et donc, je l'ai dit, Clément, le représentant lyonnais, qui peut-être sera du même pessimisme que certains dans l'émission. En même temps, il n'est pas évident d'être supporter de l'Olympique lyonnais en 2023. Comment ça va, Clément? Bah écoute, ça va très bien. Merci de l'invitation. C'est vrai que maintenant tous les OL Nice ou Nice OL, ça devient un peu un rituel, C'est mais vrai. ça me fait plaisir. Je suis très très content d'être là et de pouvoir parler aussi bien Lyon, mais aussi un peu de Nice, parce que c'est vrai que j'ai regardé tous les matchs de Nice depuis le début de la saison, même celui face à Lorient et Lille. Eh ben, ça va être Donc, intéressant aussi d'avoir ton ressenti par rapport à la patte Farioli. Bien, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, peut-être dans un premier temps, les compositions des équipes. L'OGC Nice partait sur un 4-3-3 qui est dans la continuité un peu de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Le retour de J.C. Todibo en défense centrale et devant Terem Moffi qui a repris sa place de numéro 9. Sofiane Diop maintenu sur le côté gauche et une attaque composée également de Gaëtan Laborde. Pour commencer, Romain, ce 4-3-3, il est, on va dire, il commence à être habituel du côté du coach italien avec la préparation et le début de saison. Euh, on se pose des questions, on s'est posé des questions ces dernières semaines sur le rôle un peu de Youssouf au milieu de terrain. Mais est-ce que pour toi, le 11 qui a débuté, c'était le 11 qui était incontestable au début du match? Bah, après, il peut toujours y avoir débat sur un ou deux postes, mais sinon, je pense que c'est assez logique. Il a mis Diop. Moi, je l'aurais pas mis, perso, et il a bien fait de le mettre. Mais après, hormis lui, que ça m'a un peu surpris de le voir au départ. Mais sinon, j'ai trouvé un 11 logique et pour continuer un peu dans la continuité de ce qu'il fait avec la défense, le milieu, l'attaque. Enfin voilà, c'était cohérent, quoi. Axel, je vais te poser la question par rapport au 11 choisi par Farioli, et notamment sur deux postes en question, le poste de latéral droit, qui est occupé, on va dire, depuis le début de saison par Youssef Attal. Il y a débat autour de ces matchs et de ces titularisations, du moins dans la communauté. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, et aussi sur le poste de numéro 6 avec Youssouf qui a les faveurs de Farioli de par le fait aussi de pouvoir avoir cette adaptabilité tactique aussi. Quel est ton ressenti par rapport à ça et est-ce que tu partages l'avis de Romain sur le 11 de départ? Sur le 11 de départ, donc déjà comme Romain, moi j'étais assez surpris de voir Diop sur le côté gauche. Je m'attendais de voir Laborde sur le côté gauche et Guessant à droite. Je pense qu'il aurait mérité sa place par rapport à son match à Lorient et sa rentrée contre Lille. Après, par rapport au poste de latéral droit, c'est compliqué parce que Lotomba veut partir justement parce qu'Attal est
est devant lui. Donc, je ne sais pas s'il partira d'ici vendredi, mais c'est assez compliqué. Et j'ai l'impression aussi qu'Atal, il se projette pas comme avant. On dirait qu'il se limite et qu'il veut pas se blesser. Donc, ça enlève du danger dans la zone adverse. Et par rapport à Youssouf, ouais, c'est un choix contesté aussi par beaucoup de supporters, le fait de ne pas mettre Boudaoui au poste de numéro 6. Mais j'attends de voir dans les prochains matchs comment ça va se dérouler. Mais moi, j'aime bien Youssouf. Je trouve que c'est un chien sur le terrain. Il est vraiment solide, surtout en phase défensive. Il descend toujours à côté de Dante et Tojibo. C'est ce que veut mettre en place Farioli. Voilà. On garde cet équilibre avec Euh, Youssouf, ouais. du moins dans le 11 de départ. Clément, du côté de l'Olympique Lyonnais, énormément d'absents, pour ne pas les citer, notamment Anthony Lopez et Lacazette. Ouais. Une équipe décimée, en perte de confiance, qui sortait d'une humiliation subie à domicile par le MHSC. Sur on va dire ce 11 de départ, est-ce que tu as compris certains choix, notamment la présence de Maitland-Niles, et comment tu perçois un peu les choix de Laurent Blanc? Bah, les choix de Laurent Blanc, ils sont à l'image de Laurent Blanc. En fait, on n'a pas eu de surprise sur la composition d'équipe, si ce n'est Maitland-Niles, et j'en parlerai juste après. Mais on se rend quand même compte que c'est pas une composition qui fonctionne. L'idée de toujours aligner ce 4-2-3-1, parce que c'était un 4-2-3-1. Donc Anthony Lopez n'est pas là, il est blessé depuis le dernier match de préparation où il a pris un genou dans la tête et du coup il a un problème au niveau de la tête qui prend du temps à revenir. Donc c'est Rémy Riou qui était dans les buts. Une défense sans Clinton Mata à droite, qui était recruté de Bruges, qui était en retour de blessure, donc c'est Koumbedi qui était à droite. La charnière qui devient une charnière un peu type, en l'absence de Lovren, qui lui aussi était blessé, avec Aleta Char et Diomandé. À gauche, Tagliafico, la pas de surprise. Tolisso placé en milieu de terrain. Et en fait, Maitland-Niles, c'est un peu on va dire un choix par défaut, dans le sens où l'habituel titulaire au milieu, quand il fallait aligner un milieu à deux, c'était Cacré, mais là il a été rehaussé vu l'absence de joueurs offensifs, on en parlera. Mais il y a aussi cette volonté, on va dire, de se passer de Johan Le Penant, qui est annoncé sur le départ, du fait que Lyon cherche toujours un numéro 6. Donc on se retrouve avec ça, avec un Cacré en numéro 10, qui franchement, pour moi, n'est pas son poste de prédilection, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un secret pour personne à Lyon. Ce qui décale Ryan Cherki sur un côté, où là aussi, on sait que c'est pas le point fort de Ryan Cherki, qui est un joueur qui a besoin de jouer dans l'axe, qui a besoin de jouer en numéro 10 pour vraiment performer derrière l'attaquant. Et à gauche, Barcola. Alors un Barcola qui a été moins catastrophique aujourd'hui, enfin hier, que sur les deux premiers matchs, parce que Barcola, bon, bah, on le sait, il y a les rumeurs au PSG, il y a les rumeurs à Chelsea. Il aurait demandé officiellement son départ à Textor, donc on peut se douter que dans les têtes ça cogite un peu. Et en pointe, Amin Sarr, faute d'Alexandre Lacazette, suspendu et blessé, puisqu'il avait pris le rouge contre Montpellier, mais en plus de ça, il était touché au niveau du talon. Donc une composition d'équipe vraiment expérimentale par plusieurs choix et qui n'a pas fonctionné sur ce match, très clairement. Effectivement, ce match qui a accouché d'un 0-0 assez ennuyant. Honnêtement, les occasions nettes, alors il y a le face-à-face gagné par Boulka sur la frappe de Sarr. Il y a quelques occasions, peut-être côté OGC Nice, la plus grosse occasion romain, c'est la frappe de Dante. Ouais, Non, mais c'est ouais, terrible de c'est se dire possible. que c'est lui qui te provoque l'occasion la plus dangereuse d'une frappe lointaine. T'as ça moi je trouve que en première mi-temps, Mofi, quand il est sur son pied Ouais. droit, Après le il- centre de la board, là, oui. ouais, c'est ça, il doit faire mieux. Mm. Euh, voilà. Mais sinon, ouais, je suis d'accord. Après, il y a eu des situations dangereuses, mais des occasions à proprement dit, voilà. Effectivement, on a bien écouté la conférence de presse de Francesco Farioli, qui était assez dithyrambique sur le fait que l'OGC Nice avait réalisé une bonne prestation, puisque eh bien, le gym c'est 1,7 XG contre 0,17 je crois de l'Olympique Lyonnais. Le discours de Digard finalement après Angers-Nice. Voilà, je ne remets pas en cause l'apport de la data dans le football, mais au vu du match d'hier, permettez-moi d'avoir un petit doute. Ceci étant dit, Romain,
quel est ton ressenti par rapport à la prestation globale? Voilà, on va rentrer directement dans le sujet de l'OGC Nice hier soir. Est-ce que par rapport à la prestation de Lorient, on est dans un développement, on va dire, constant, ou est-ce qu'on a fait un pas de côté par rapport à la prestation moustoir? Non, non, clairement, on a fait un pas de côté. Après, moi, je le répète, j'aime bien notre assise défensive, notre milieu de terrain, la pression qu'on a mis, on va dire, la première demi-heure pour la récupération du ballon, etc. Mais clairement, le match de Lorient, on a eu des occasions franches. Et là, clairement, on n'a rien. On n'a rien à se mettre sous la dent. Donc moi, je veux bien entendre, ouais, on se régale, il y a du jeu de possession. Enfin, pour moi, c'est soporifique. Ça t'amène rien. On dirait que l'attaquant, je suis désolé pour Mofi, hein, mais il est perdu, le pauvre. Il est perdu. Il doit être en manque de confiance. C'est criant, hein. Tu le vois sur son action en première mi-temps. Voilà, ça frappe du droit, on est d'accord, c'est son mauvais pied et tout, mais au bout d'un moment, tu peux quand même faire mieux. Il n'arrive pas à choper un ballon. Enfin bref, il y a beaucoup d'incohérences. Et moi, perso, après, c'est que le troisième match. On va pas s'emballer à dire que tout est mauvais, etc. Mais j'espère que Farioli va trouver quelque chose dans l'animation offensive, quitte à revoir son système de jeu. Mais après, on sait que le système, maintenant, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais par contre, il faut qu'il change quelque chose dans l'animation offensive. Franchement, on a fait gagner 5 millions à Kaleta Tsar hier. Oh, tous les centres, oh, le mec, il avait un aimant. Il avait un aimant à la place de la tête. Il a tout pris de la tête. Il est passé pour un monstre. Comme pas loin en finale de Coupe de France. On a fait passer un mec pour un monstre. Donc, je suis désolé, mais sortir le expected goals, là, je sais pas trop quoi, en conférence de presse face à cette équipe de Lyon dans laquelle il y avait énormément d'absents, qui est en crise mais totale de confiance. Et puis même quand on entend la déclaration lunaire de Tolisso à la fin du match, mais c'est pas 1,77 qu'on devrait avoir, c'est 3,5. T'es à domicile, tu te dois d'imposer ton jeu et de les bouffer et d'avoir une occasion toutes les 5 minutes, quoi. Enfin, je dis pas ça tout le match, mais la première mi-temps, tu dois les étouffer. Voilà. Donc, très, très déçu. Et comparé à Lorient, ça n'a rien à voir. Donc, je vais pas dire que c'est parce qu'il y avait Guessant. Hein. C'était pas mon. Enfin, voilà. Mais par contre, pour moi, et je relance le truc, comme j'avais dit la semaine dernière dans ton émission, pour moi, il y a réellement un débat sur Guessant, Mofi, à l'instant T, je parle. Hein. Mais tant que Mofi ne s'adapte pas au schéma de Farioli, au bout d'un moment, bah, voilà, va falloir trouver une solution. Et Farioli va falloir qu'il ose un peu plus dans ce genre de match pour qu'on puisse casser certains verrous. C'est vrai que sur le cas niçois, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est le discours de Farioli, justement, qui dit qu'il est vraiment satisfait de la performance, alors que quand Farioli est arrivé, il parlait de jeu vers l'avant, beaucoup de verticalité, un jeu rapide. Et c'est vrai que là, c'est tout l'inverse, quoi. Le nombre de phases où d'ailleurs le public à juste titre a sifflé ses propres joueurs, le nombre de moments où tu avais Dante et Todibo qui est au niveau du rond central et qui s'arrêtaient de jouer pendant littéralement 5 secondes et se regardaient dans le blanc des yeux, j'étais là, mais enfin, c'est pas un amical, les gars, c'est le troisième match de Ligue Alors, 1, je vais te dire, moi, ça m'a c'est surpris. c'est une volonté de Farioli de faire venir l'attaquant lyonnais. Et je l'avais dit, hein, je crois, dans ton émission, je crois, Poncho, il y a quelques semaines. C'était également ce qu'avait dit notre invité Mathieu lorsqu'il nous avait expliqué que justement, à la manière de De Zerbi, le calme et la patience dont font preuve les défenseurs centraux, le but de ça, c'est d'attirer le pressing adverse. Seulement, le pressing lyonnais, hier, il était Ah, puis il n'y en a inexistant. pas. C'est ça. Mais même au-delà de ça, tu vois, enfin, j'entends l'idée, mais tu restes pas 5 secondes la tête levée avec le ballon dans les pieds. Tu Ah, fais mais on est tourner le ballon, d'accord. circuler, tu as des décrochages, tu crées des décalages dans l'interligne. Et d'ailleurs là-dessus, c'est vrai que la question de l'animation offensive et des 3 de devant, elle est importante. Moi, je dois avouer que quand je regarde aujourd'hui ce OGC Nice-là, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de prise de risque, notamment sur le profil des ailiers.
à entre guillemets se limiter avec un Laborde qui n'a pas cette capacité à décrocher, à venir dans le cœur du jeu, à venir amener les ballons et à provoquer par le dribble, j'ai beaucoup plus de réserve là-dessus. À la limite, moi, tu vois, je serais beaucoup plus demandeur au prochain match de voir Badr Bouanani, qui a fait une très bonne entrée, et qui est un profil un peu plus de meneur, créateur, qui peut vraiment amener ce décalage-là, surtout quand tu es face à un bloc bas ou médior lyonnais qui sort pas au pressing, quoi. Hmm. Euh, C'est sûr que Lyon, ils nous ont mis en difficulté parce qu'ils ont attendu tout le match en défense, quoi. Et comme l'a dit Romain, le système de Farioli, il a été en difficulté par rapport à ça. Mais ouais, c'est sûr que Dante, quand tu le vois qui est là et qui bouge pas, tout le stade qui siffle, c'est vraiment énervant, quoi. Quand tu es au stade, tu viens pas pour voir ça, quoi. Bah, Laurent Blanc a clairement dit en conférence de presse après le match, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais on a très clairement senti le sous-entendu, c'était on vient pour défendre le point du nul, ce qui du coup c'est est exact. affligeant. Mais Et ce qu'il avait justement sous-entendu, c'était qu'il attendait, il a même pas sous-entendu, il l'a dit, il attendait sur les 10 premières minutes une grosse pression niçoise, oui, comme a pu faire Montpellier au Parc OL la semaine dernière, chose qui n'a exact. pas du tout, qui ne s'est pas du tout passée. Et la question est la suivante, Axel, elle est pour toi. Est-ce que aussi ce point du match nul est déjà, est-ce que tu considères que c'est une contre-performance et est-ce que on peut aussi donner une part de responsabilité à Farioli dans ce résultat final? Qu'il soit responsable, je sais pas. Pour moi, c'est surtout les joueurs. Offensivement, par exemple, il y a plusieurs situations où le mauvais choix a été fait. Il y a plusieurs fois, une fois la Laborde, plusieurs fois Buonanni qui doit la mettre en retrait, notamment sur l'action de la main. Tout le monde part de la main. Oui, il y a penalty, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Mais il doit la mettre en retrait. Je sais plus qui est ça. Je crois que c'est Sanson ou Youssouf, je sais plus. Mais il doit la mettre et s'il la met, il est tout seul devant le but. On ne parle pas de la potentielle main. Mais non, pour moi, c'est surtout les joueurs qui ont fait les mauvais choix offensivement. Et par rapport à ce point-là, c'était quoi ta question déjà? Si je me souviens même plus quelle était ma question. Si c'était si Est-ce que c'est c'était une la mauvaise cause Une mauvaise de performance? Farioli, performance? Merci. si la Si c'était mauvaise une mauvaise performance c'était la cause de performance, Farioli. ouais. Bah, ouais, je t'ai répondu du coup. Hmm. Pour moi, c'est plus les joueurs que le coach hier. Ouais. Offensivement, on se doit d'être plus tueur, franchement. Comme contre Lorient, où Thuram, il en a deux ou trois où il doit allumer la cage, notamment à la fin. Là, il y avait des meilleurs choix à faire offensivement. Et à chaque fois, il y a deux, trois mecs dans la surface qui sont tout seuls. Soit il y a, je crois que c'est, je sais plus quel joueur, mais il y a eu un centre au troisième poteau plusieurs fois. Des centres ratés. Mofi qui est souvent mal placé, qui est souvent pas dans le bon tempo. Et ce potentiel cas là où il y a la main, mais pour moi, il doit la mettre en retrait 100 fois. Et c'est ce que je reproche aussi à Buonanni depuis aussi l'année dernière. C'est que dans le dernier geste, il fait du bien grâce à sa percussion. Et dans le dernier geste, il y a toujours ce déchet-là. Par rapport à la dernière passe, des fois, il joue un peu trop seul. C'est dommage. Ben, Pour moi, ouais, c'est plus les joueurs on a qui l'impression ont quand leur même part de responsabilité. que l'animation offensive du côté de l'OGC Nice, elle est problématique. Après, il y a deux perceptions de la situation. Il y a Oui. peut-être les impatients, les exigeants qui estiment que ce match, on doit le gagner 3-0 sans broncher. Et il y a les autres qui vont te dire, on est à la troisième journée, c'est plus difficile de faire fonctionner l'animation offensive et de marquer des buts que de bien défendre. Maintenant, quels sont les points de progrès, Romain? Euh, Attends, juste avant de passer au point de progrès, je vais te dire un truc. Admettons, dimanche, on fait encore un match nul contre Strasbourg, ou pire, on perd. C'est possible, hein. Après, tu vas à Paris, à Monaco. Euh, Tu vas être à 3-4 points. Tu peux être à 3-4 points en 6 journées. Tu as un mec comme Farioli, un jeune entraîneur, qui a des idées de jeu, ça je ne le conteste pas, mais qui va se retrouver dans une situation où, à la base, on doit se positionner pour les places européennes, et tu vas être, même si c'est en début de championnat, tu vas être quasiment en position de relégable, voire relégable. Moi, j'ai peur de ça, en fait, de la réaction. J'ai peur qu'on s'enlise dans un mauvais move. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le premier match, tu le perds. Je suis désolé, même lui, il avoue, à cause des changements de Farioli, qui ont ni queue ni tête. Lorient, malheureusement, bon, tu le perds sur une erreur individuelle. Et Lyon, au fond du trou, tu gagnes pas parce que tu manques d'ambition dans le jeu. Tu attends l'attaquant qui presse. Mais on sait qu'ils vont jamais presser.
ce qu'ils veulent, c'est le point du match nul. Qu'est-ce que tu attends? L'attaquant qui va venir te presser. Et pour moi, les progrès que tu peux avoir, c'est que Farioli s'adapte un peu plus aux joueurs qu'il a. Euh, c'est pour moi un Laborde, c'est bon. Il a fait une très bonne saison sur le couloir droit, voire même couloir gauche avec Digard en deuxième partie de saison. Mais au bout d'un moment, remets-le dans l'axe ou aide Mofi à être performant, aide-le avec quelqu'un derrière lui ou à côté de lui. Enfin, je sais pas, mais adapte-toi. Euh, on a vu que tout ce qui était défensif au milieu de terrain, dans la récupération de balles, on y est. Mais par contre, le plus important quand même dans le foot, c'est de marquer des buts. Et aujourd'hui, soit tu changes ton animation offensive, soit tu changes un ou deux joueurs et t'attends que les mecs à côté mûrissent un peu plus à l'entraînement. Mais tu peux pas continuer comme ça, à jouer à la baballe pendant 20 ans. Au bout d'un moment, ça va être gonflant. Et pour l'instant, on a joué des équipes qui n'ont pas profité. Mais on va tomber contre des clubs, là, s'ils en profitent, on est mort. Il y a Flo qui nous dit la chose suivante, mais pourquoi on attend à chaque fois que nos coachs s'adaptent à l'effectif? C'est aussi au club de lui mettre à disposition les profils dont il a besoin. Vous en pensez quoi? Encore faut-il qu'il y ait l'argent débloqué pour un mercato et que Nice arrive à offrir un projet intéressant. Alors je pense que l'arrivée de Farioli doit être là-dedans, mais quand on voit Nice, il y avait un peu cet aspect stagnation, il y a eu beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de pas mal de sujets durant l'été. C'est vrai que Nice aujourd'hui recrute Perrault, on en reparlera un peu plus tard, mais aujourd'hui tu as un effectif qui quantitativement est à mon avis assez large et tu n'as pas spécialement, enfin quoique peut-être en défense centrale et encore, et j'ai du mal en fait à voir vraiment quels joueurs peuvent vraiment arriver et amener quelque chose supplémentaire dans cette équipe-là, connaissant la situation niçoise. Après peut-être, hein, c'est aussi le travail d'une cellule de scouting. On sait que Florent Gisolfi là-dessus a été très bon avec Lens. Il a ramené des profils qui étaient vraiment pas du tout, on va dire, scoutés ou en tout cas pas du tout médiatiques. Mais moi, aujourd'hui, Nice, je me dis qu'il y a ce sentiment d'inachevé dans la construction de l'effectif. Et en même temps, tu te dis, mais l'effectif, quand tu le regardes, il est conséquent. Et je trouve qu'il y a quand même des joueurs de qualité à chaque ligne. Donc c'est assez bizarre. Mais Moi, pour répondre, Vas-y, Romain. non, moi, pour juste répondre à ta question, est ce qu'on me disait en off, au bout d'un moment, tu fais un beau gars à plus de 20 millions, enfin, à environ 20 millions, alors que sur le même poste, tu as un Diop, quoi, que t'as acheté une vingtaine de millions aussi. Donc, au même poste, tu as deux joueurs à 20 millions. On n'est pas le PSG. Au bout d'un moment, soit tu fais confiance à Diop, tu sais qu'il n'a pas ce profil de percussion, mais tu fais en sorte de recruter à droite un mec de percussion. Aujourd'hui, tu te retrouves à gauche avec deux joueurs qui nous ont coûté très cher et qui ont, avec le Kaboga, qui ont pris toute l'enveloppe transfert. Et à droite, tu te retrouves avec un Laborde qui doit jouer axe et un Bonani qui a 18 ans. Donc, au bout d'un moment, pour moi, il y a aucune cohérence. Et encore une fois, je m'attarderai sur Ghisolfi après à partir de samedi matin. Mais là, moi, aujourd'hui, ouais, les joueurs, Sanson, c'est une perle. Il est très, très bon. Perrault, je suis content. Mais pareil, pour moi, c'est pas un joueur dans le style Farioli. Maintenant, je peux me tromper. Mais, voilà, moi, je comprends pas ce recrutement et d'avoir mis all-in sur un joueur sur lequel tu as un Diop qui joue le même poste. Si tu m'avais dit que Diop, il allait être réaxé, bah, je te dis ok, d'accord. Mais là, tu as un joueur de 20 millions sur le banc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, ça me frustre un peu, quoi. Donc concrètement, est-ce que c'est à Farioli aussi à mettre un peu de l'eau dans son vin et à aller un peu contre ses principes pour s'adapter à son effectif? Parce qu'on parle de Diop, et on parle surtout de Mofi. Axel, est-ce que on doit continuer comme ça ou est-ce que il faut tenter peut-être autre chose avec, je sais pas, peut-être un Diop plus proche de Mofi, dans une animation différente, peut-être en 4-2-3-1, je sais pas, hein. On a vu aussi un 4-4-2 losange passer énormément sur Twitter avec un milieu composé de Boudaoui, Sanson, Thuram et Diop derrière Laborde et Mofi. Est-ce que tu penses que ça passera aussi par
eh bien, une remise en question du coach ou tu maintiens que c'est la responsabilité des joueurs et c'est à eux aussi de faire en sorte qu'on gagne les matchs, quoi. Ouais, c'est un peu des deux, mais ouais, un coach doit toujours s'adapter aux armes qu'il a à sa disposition. Diop, je le préfère le voir en 8, même si hier il a été pas mal sur le côté. C'est compliqué. Ouais. Diop, Diop et Boga, je ne sais pas comment il va faire quand Boga il va revenir. Parce que Diop, hier, il a été performant. S'il continue avec ces performances-là, Boga, tu l'as pris 18 millions, il va falloir le faire jouer. Donc, ouais, pour moi, il est obligé de changer de système pour faire jouer les deux. Parce que un joueur comme pour Mofi, tu l'as acheté 30 millions, tu es obligé de le faire jouer, malheureusement. Même s'il n'est pas au niveau, même s'il n'est pas euh, à l'aise avec le système de Farioli. Euh, ouais, tu seras obligé de changer de système pour faire jouer Diop et Boga, par exemple. Parce que c'est pas le seul, il va falloir jouer aussi la board, que tu as aussi acheté cher, Mofi que tu as acheté cher. Le Buonani, il faut qu'il joue parce qu'il a besoin de jouer pour progresser. Il est venu de Lille pour jouer. Donc, c'est assez complexe pour Farioli, mais pour moi, oui, il doit adapter ce système-là, changer de système justement pour en tirer le meilleur et par rapport à l'effectif qu'il a, oui, c'est clair. Alors, la question a été posée en conférence de presse à Farioli concernant Terem Moffi. La question était très pertinente, je ne sais pas qui c'est qui l'a posée d'ailleurs, mais sur le profil du buteur qui est Terem Moffi. On le sait, c'est un joueur qui prend la profondeur, chose qui manquait énormément à l'OGC Nice avant son arrivée. Maintenant, on a cet attaquant de profondeur, mais on a un coach qui veut faire un jeu de conservation, un jeu où l'attaquant joue et remise et participe au jeu. Est-ce que on est contraint de comment dire moduler un peu la façon de jouer qu'a Terem Moffi ou est-ce que effectivement c'est au coach de s'adapter, Romain? On reparle encore une fois du cas Terem Moffi. J'ai l'impression que chaque semaine, il y a un débat autour de lui. Loin de nous l'idée d'en faire un sujet hebdomadaire, mais là, c'est même pas, Non, c'est pas le sujet de 30 millions d'euros ou pas. Mais hier, avis perso sur sa performance, je l'ai trouvé totalement perdu. C'est clair qu'il bah oui. essaye, il essaye il essaye de Il joue faire. contre nature. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où on l'a vu non, on l'a vu à des endroits du terrain. Tu te dis, c'est pas normal qu'il soit là, c'est pas le bon moment qu'il soit là. Et lorsqu'il y avait des centres qui étaient dans sa zone, Hmm. il était mal placé. C'est-à-dire que tu dénatures son jeu et ça a un impact sur son jeu de base qui est ben, marquer des buts et bien se passer dans la surface. J'ai cette impression-là en tout cas. Ah non, mais c'est clair. Et moi, je le répète, mais le premier match que j'ai vu de Mofi, bah, c'était, parce que j'étais allé voir le match à Marseille, Mm. il avait été énorme. Voilà. Et à chaque fois, je le redis, et je l'avais trouvé énorme. Mais parce qu'il avait des ballons en profondeur et puis il se battait. Voilà. Mais par contre, il arrivait à bouger toute une défense. Là, aujourd'hui, tu lui demandes de faire de la conservation, pardon. C'est n'importe quoi. Il n'a pas les aptitudes pour. Ne, enfin, je sais pas, trouve quelque chose où tu fais de la conservation, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, lâche les chevaux, quoi. Et il te faut ce mec et pour moi, il n'y a que Diop qui peut être dans ce registre, qui peut t'amener cette passe. Parce que Mofi, tu le vois pendant le match, il tente des appels en profondeur. Il est jamais servi. Jamais, jamais, jamais. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il trouve quelque chose. C'est, c'est pas normal qu'un joueur comme lui, tu le brides à jouer dans les pieds, à jouer en remise. C'est pas son style de jeu et ça ne le sera jamais. Il a beau dire, ouais, on est en train d'ouvrir, d'élargir sa palette, mais tu le vois qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Mais putain, on trouve un truc où tu le lances en profondeur et le mec c'est un tracteur, il te défonce tout. Putain, mais seulement tu joues avec lui contre nature. Et au bout d'un moment, si tu dois jouer comme ça, eh ben mets un la board en neuf. Voilà. Mm. Et peut-être qu'il s'en sortira un petit peu mieux. Donc, ou un descend, hein, tu me diras. Mais voilà. Mais adapte, 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 adapte. Voilà.
La performance de Lyon, Clément, une prestation minimaliste, j'ai envie de dire, de l'Olympique lyonnais, pour ne pas dire pire. Ouais. Bon, la situation, elle est compliquée, on la connaît, on l'a répété. L'objectif, comme l'a dit Laurent Blanc, c'était de récupérer des points, chose faite. Maintenant, bon, je présume que ça n'a pas été l'éclate devant ton poste de télévision. Quel est ton ressenti par rapport à la prestation de l'OL d'hier soir? Bah, elle est partagée en fait, parce que d'un côté, je me dis: «C'est bien, on a réussi à prendre un point, on est plus dernier de Ligue 1, on est avant-dernier». On arrive à enfin prendre un point et ce, dans un match où on n'a absolument pas été proactif. Donc, vu de l'extérieur, c'est une entre guillemets «une bonne chose», mais en même temps, tu te dis: «Bon, bah, enfin, est-ce que vraiment l'OL de 2023-2024», pour reprendre les propos de Tolisso, c'est une équipe qui aujourd'hui doit se contenter d'un point à l'extérieur, certes contre Nice, mais d'un point à l'extérieur? Pour moi, non, quoi. Et aujourd'hui, la situation globale de l'OL, elle est la suivante: tu es un club qui se satisfait d'un match nul, alors qu'il y a quoi? Il y a 5-6 ans, un match nul à l'extérieur comme ça, face à un concurrent direct surtout. Parce qu'on sait que l'OL a toujours eu cette faculté à être bon contre des concurrents directs. Il y a Normalement, cinq six ans, c'était pas admissible. on prenait 5-0 à la maison contre vous avec un but de Maolida, quoi. Ouais, peut-être pas, mais Si, si. on Si, essayait si. au moins on essayait de construire un peu mieux, quoi. Enfin, là, c'est le vide. C'est le vide, on se fait vanner par la terre entière, marseillais, parisiens, Prime Video RMC. Enfin, on est vraiment la risée de la Ligue 1 cette année, quoi, et au milieu de ça, on a des dirigeants qui sont, soit dans les guéguerres personnelles avec, les tweets de Jean-Michel Aulas hier qui félicite le club, mais, le tweet, il transpire la mauvaise foi et un Aulas qui se fout ouvertement de la tête de Textor. On a un Textor et un Cucci qui ne parlent pas et qui prétextent de dire: «Oui, mais c'est le mercato, on ouvrira, la bouche une fois que le mercato sera terminé. Pour le moment, on se concentre sur le mercato». Et au milieu de ça, tu as Laurent Blanc qui arrive et qui dit: «Oh, je sais pas s'il y aura un entraîneur la semaine prochaine, faudrait peut-être changer l'entraîneur. Oh, mais j'ai pas mon numéro 6. Oh, mais vous savez, de toute façon, globalement, Nice nous a laissé jouer», parce que c'est ce qu'il a sorti hier soir quand même. Il nous a dit que Nice nous avait laissé jouer. Alors, ils nous ont laissé faire je sais pas trop quoi, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais enfin, à Lyon, il y a ce sentiment que personne au sein du club n'en a à faire de la santé actuelle de l'Olympique Lyonnais, et il y a vraiment ce sentiment-là que personne ne tire la sonnette d'alarme, et en fait, c'est devenu normal d'être dans cette situation-là. Alors oui, on sait depuis quelques années que Lyon est dans une période de déclassement, c'est un fait. On n'est plus, le grand OL des années 2000, et de toute façon, ça fait 3 ans de suite qu'on n'enchaîne pas, un seul top 5, enfin un seul podium. Donc oui, bien sûr, il y a des performances qui sont moins bien. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a du moins bien, on n'est pas obligé on ne doit pas s'énerver et dire que c'est pas normal, en fait. Parce que là, le fait de se rendre compte que oui, l'OL est en train de devenir moins bon, en fait, j'ai l'impression que les joueurs, à l'exemple de Tolisso, ils l'acceptent. C'est un fait. Et il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait de volonté de révolte, en fait. Hmm. D'autant que hier soir sur le terrain, celui qui en avait un peu plus le plus à faire du sort de l'équipe et qui a essayé de remobiliser un peu les troupes, c'est même pas Tolisso qui est vice-capitaine, qui est champion du monde, champion d'Europe, qui est revenu à l'OL avec un point en or, 5 ans, plus de 400 000 € par mois, alors qu'on n'est même pas sûr qu'il peut faire une saison complète. C'est Ryan Cherki. Justement, Aujourd'hui, justement, je me permets de te couper, Clément, par vas-y, rapport à vas-y. ça. On en parlera enfin, tout à l'heure aussi pendant la page Mercato. Mais Loukeba est parti. Oui, Barcola risque fortement de partir, devrait partir. devrait partir. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces deux départs? Deuxième question, c'est celle de Nissardetta. Qu'est-ce que tu penses du changement de propriétaire? On en avait parlé dans l'émission précédente, mais ton ressenti de la situation actuelle. Bah, j'en parlais en off, ce qui est assez hilarant avec l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on est le seul club européen à être acheté et 6 mois plus tard à être sanctionné de la DNCG d'une interdiction, enfin d'un encadrement de la masse salariale des indemnités de mutation. Déjà pour répondre sur le cas Loukeba et Barcola, et de toute façon ça rejoint le sujet de John Textor. John Textor est arrivé devant la DNCG et s'est dit: «Je suis américain, je viens de racheter le club, je viens de virer Aulas, je suis le maître à bord, rien ne peut m'arriver». Aulas avait prévu quasiment 70 millions de ventes à l'hiver et la DNCG arrive devant nous en disant: «Bon, du coup, les 70 millions d'euros, ils sont où?»
Et là, John Textor arrive, il dit, mais en fait, moi, c'est pas mon projet. Moi, je veux pas vendre pour 70 millions, je vais vendre aucun joueur. Et là, la DNCG, ils sont tous regardés, on se dit, oui, mais l'argent, il viendra comment? Et il a dit, oui, on va vendre l'OL féminin, on va vendre l'OL Reign, qui est un club de football féminin qu'on a, qui est aux US. Sauf que la vente, elle se fait pas en le claquement des doigts. Donc la vente de l'OL Reign, elle est toujours pas effective, et la vente de l'OL féminin, elle est faite. Sauf que il manque toujours 50 millions. Et donc la DNCG est arrivée, a dit, dans ce cas-là, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous encadre vos indemnités de mutation. Donc vous êtes limité dans le recrutement au budget que vous avez budgété, et vous n'avez pas le droit de dépasser le plafond de la masse salariale actuelle. Bon, ok. Donc nous, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on peut être encadré, c'est pas un problème, tant qu'on a budgété un bon mercato, etc. Et surtout, nous, ce qui nous plaisait, c'était qu'on nous disait, vous allez garder Loukeba, vous allez garder Barcola, parce que moi, je ne promets aucune vente, je veux garder les meilleurs joueurs. Les mots sont ce textant, je veux garder mes meilleurs joueurs. Tout ça pourquoi? Pour que tu n'aies pas la possibilité de recruter, et que tu vendes quand même ces deux meilleurs joueurs-là. Alors Barcola n'est pas encore parti. Bon, déjà Loukeba est vendu. C'est-à-dire que tu vas devant la DNCG, tu dis, moi je ne prévois pas de joueurs pour recruter, pour remplacer Casselo Loukeba, parce que je vais garder Loukeba. Finalement, la DNCG vous dit, si jamais Loukeba s'en va, vous ne pourrez pas recruter derrière, parce qu'on vous encadre vos indemnités de mutation, et tu vas quand même vendre Loukeba pour seulement 34 millions d'euros à Leipzig. Il y a une telle... En fait, on est en train de se faire pénaliser de ne pas avoir voulu vendre des joueurs, alors que finalement les joueurs on les vend, mais du coup la pénalité nous empêche de les remplacer. On est dans un truc mais totalement dingue. Et en plus de ça, ce qui est formidable, c'est que Textor qui nous vend l'institution, qui nous vend etc., en fait il accepte de vendre Loukeba en essayant de faire passer la pluie aux supporters en disant oui mais le joueur voulait partir, on veut garder que des personnes impliquées au club. Ouais, sauf que maintenant quel message t'envoie à Cherki, quel message t'envoie à Barcola, quel message t'envoie à tous ceux qui pouvaient potentiellement apporter un peu plus ou même qui n'apportaient rien, qui aujourd'hui se disent l'OL, si jamais je suis pas content, je m'en vais, c'est open bar, je change de club comme de chemise. C'est ça qui est un peu choquant, je trouve, c'est l'ingratitude des jeunes de l'académie, en fait, que ce soit Barcola ou Loukeba. Tu te dis, on quitte le bateau parce que c'est un peu la misère actuellement, donc on part, quoi. Il y a ce sentiment-là, après on peut pas leur en vouloir, ils arrivent aussi dans un projet. Juninho, alors on ravive des vieux démons, mais Juninho, quand il était directeur sportif, donc entre 2019 et 2021, avait déjà dit que très clairement, lui, il avait assez de réserves sur l'organisation actuelle du centre de formation, et notamment sur la mentalité qui était donnée aux jeunes au centre de formation. Force est de constater qu'il n'avait peut-être pas totalement tort, Juni. Mais en tout cas, c'est un amateurisme fou de John Textor. John Textor qui se refuse à prendre un directeur sportif, parce que pour lui, c'est lui le directeur sportif. Il faut savoir que celui qui joue aujourd'hui, Maitland Niles, c'est uniquement Textor qui le veut. C'est-à-dire que ce n'était pas un profil qui était voulu par Laurent Blanc, Tiens. parce qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche d'un milieu de terrain. Hein. C'est-à-dire que Laurent Blanc arrive, dit « je veux un 6 ». Très bien, c'était une volonté aussi, Peter Bosch qui était là avant. Ils voulaient leur sentinelle parce qu'il n'y avait pas de sentinelle depuis le départ de Bruno Guimaraes. Ça s'entend, très bien. Finalement, tu fais venir, pour être sentinelle, tu fais venir Ndombele en prêt, qui n'est pas une sentinelle, qui est en prêt, qui en plus de ça n'a pas le profil de 6. Derrière, tu fais venir Tolisso, qui a quand même de grosses difficultés défensives, donc il ne peut pas jouer 6. Et là, tu te dis, il te faut un numéro 6, tu vas chercher Ainsley Maitland-Niles, qui a fait toute sa carrière en tant que latéral droit, et qui là arrive et dit, moi je veux jouer milieu de terrain. Et le summum du plus drôle, c'est Laurent Blanc en conférence de presse, car il fait, oui, je sais qu'il veut jouer milieu de terrain, mais c'est pas ça mon milieu de terrain, moi je veux un autre milieu de terrain, et la priorité, elle est toujours pas remplie. Et du coup, lui, on repart à la rechasse, d'un milieu de terrain. Elle est où la planification sportive? C'est où le truc? Sans passer par le fait que, évidemment, tu as le recrutement là tout récemment de Jake O'Brien. Alors, ça, pareil. Jake O'Brien, il vient de Crystal Palace, donc de Eagle Football, même si à Palace, il est minoritaire, Textor. Il est arrivé, il est recruté. Et dans le communiqué d'annonce de son recrutement, il est dit explicitement dans ce blanc, j'aurais pu en sortir la citation, le joueur va passer plusieurs semaines au centre d'entraînement de l'OL pour décider et évaluer le joueur. C'est-à-dire que tu n'as même pas fait le travail de scouting sur qu'est-ce que vaut le joueur. C'est tu le recrutes, 1 million d'euros, et tu vois ensuite si jamais il est bon ou pas. Et s'il n'est pas bon, on l'envoie à Molenbeek en D1 belge. Mais tranquille, pas de problème, tout va bien. Et aujourd'hui, tu es en train de foutre en l'air un projet sportif. Et je comprends que les jeunes ils veulent se barrer quand tu vois comment c'est géré aujourd'hui. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Et du coup, au milieu de ça, tu as un Laurent Blanc qui n'a quasiment plus rien à faire parce que lui, tu as l'impression qu'il n'est plus du tout concerné par le projet. Tu as des joueurs, quand ils ont l'opportunité de se barrer, ils se barrent. Et j'ai envie de dire, Lyon est quand même pas très très bien futé, puisque quand au début de ton mercato, tu as tes deux joueurs les plus prometteurs et les plus grosses valeurs marchandes qui changent d'agent, l'un qui part avec l'agent notamment de Simakan à Leipzig, et un autre qui part directement avec Georges Mendes.
Enfin, faut pas être devin pour se dire que les mecs, ils vont chercher les portes de sortie cet été, quoi. Hmm. Mais bon, la situation actuellement, elle est celle-là. Et pour répondre, parce que je prends du temps, je suis désolé. Il n'y a pas de Mais souci. pour répondre sur le rachat, en fait, John Textor, faut comprendre un truc. Il arrive à racheter l'Olympique Lyonnais dans une situation où ce n'est pas lui qui a l'argent. Textor arrive à l'Olympique Lyonnais avec un premier projet de rachat qui était avec Jamie Salter et avec Bill Foley. C'était deux mecs, deux milliardaires, un qui est canadien, un qui est américain, je crois, et ils devaient lui prêter l'argent et Textor achète le club. Déjà, il y a eu un premier problème dans ce projet-là, c'est que Bill Foley finalement a quitté le projet de rachat pour aller racheter notamment Bournemouth et ensuite prendre des parts dans Lorient. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a le transfert de Romain Fèvre à Bournemouth qui ensuite le prête à Lorient. Puisque voilà. Donc finalement, Textor se retrouve le bec dans l'eau parce que le principal investisseur qui devait lui prêter de l'argent ne le prête pas. Il y avait un prêt qui était de plus de 500 millions d'euros qui était dans les tiroirs, etc. Finalement, Textor trouve un plan B qui s'appelle Ares Management, qui est l'un des plus grands fonds d'investissement, notamment dans le domaine du sport. Et là, finalement, le prêt est de 410 ou 415 000 euros seulement. Donc déjà, en fait, le prix de base du prêt que tu devais recevoir est plus faible que ce que prévu. Donc finalement, Textor se retrouve avec un gros problème de liquidité, parce qu'il n'a pas l'argent qu'il aurait voulu avoir pour acheter le club. Et donc, il se retrouve à devoir vendre l'OL féminin, vendre l'OL Reign, indirectement vendre les meilleurs joueurs, même si lui, il aurait espéré pouvoir les garder un an de plus minimum. Et donc, tu te retrouves dans une situation où Lyon est quand même condamné par la DNCG alors que tu viens d'être acheté. Et en fait, le gros souci avec John Textor, c'est que c'est pas quelqu'un qui a vraiment de solidité financière. Alors, il y a un projet qui est ambitieux au long terme, c'est d'introduire Eagle Football en bourse. Quand les petits porteurs, les personnes comme vous et moi achèteront des actions, ça fera un gros nombre d'argent qui reviendra dans la poche de Textor. Donc, ce sera, on va dire, un petit peu mieux financièrement. Mais ça, c'est pas encore prévu. À l'heure actuelle, l'OL a vraiment de grosses difficultés. Ça va faire une semaine que Ernest Nuama a passé sa visite médicale à Lyon et il semblerait, des informations qu'on a des médias danois, ils n'ont toujours pas reçu l'argent. Donc, ils n'ont pas reçu l'argent, c'est un prêt payant avec option d'achat. C'est-à-dire qu'on n'est même pas censé, enfin, obligation d'achat, on n'est même pas censé les payer cet été. Là, c'est pour payer simplement les indemnités de prêt que ça bloquerait. Donc, la situation aujourd'hui, elle est vraiment bizarre parce que tu te dis, mais comment en fait on a pu en arriver là? Et la véritable raison, et je terminerai là-dessus, c'est parce que Olas aurait jamais voulu vendre à Textor. Olas, il s'est retrouvé dans une situation où ces deux investisseurs minoritaires, IDG et Pathé, ont dit, nous on vend nos parts parce qu'avec le Covid, on en a plein la casquette d'avoir un Noël qui en plus de ça perdait de l'argent du fait de l'investissement sur l'achat du stade, la création de la salle de spectacle à côté, enfin bref, de toute l'OL Valley. Et donc, Olas s'est retrouvé avec 29% des parts et avec les deux autres à 20% qui voulaient se barrer. Donc, soit Olas se mettait d'accord avec les deux pour vendre à une personne, soit Olas perdait la présidence. Finalement, il a trouvé Textor qui acceptait à peu près de lui garder la présidence, tout ça pour que 6 mois après, il le dégage. Donc, le rachat est catastrophique parce que le mec n'a pas l'argent qu'il aurait voulu. Le rachat est catastrophique parce qu'il n'est pas voulu par le président en place. Le rachat est catastrophique parce que tu n'as pas d'argent. Le rachat est catastrophique parce que la gestion qui est mise derrière, dans le choix des hommes, dans le choix de la direction, dans la mise en place d'un projet sportif, tu n'as pas de DS. Aujourd'hui, c'est totalement nul. Et même si jamais il y avait une volonté de cohérence, elle n'a pas été jusqu'au bout. Tu vires Bruno Chéroux, tu remets Vincent Ponceau dans un rôle non sportif, c'est des bonnes choses. Tu fais venir Mathieu Louis-Jean qui bosse très bien, ça c'est très très bien. Mais tu gardes quand même Laurent Blanc parce que tu n'as pas l'argent de le virer et de mettre un autre entraîneur derrière. Donc en fait, tu as cette dichotomie entre le projet Textor, les vestiges Olas, et en même temps, tu sais pas trop où tu vas parce que tu es toujours en manque de liquidité, ou Textor veut un peu faire des trucs à lui, faire à sa sauce. Et donc, tu es dans une situation où aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, il n'y a plus personne à bord. Aujourd'hui, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est la vraie question. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. J'ai été un peu Merci, long, désolé. merci. Non, mais c'était très clair. Comme quoi, finalement, Ineos à l'OGC Nice, et c'est pas si mal. Hein. Il y avait un. Skito. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand même, bravo à Prime Video de s'être trompé, parce que Prime Video a quand même parlé à un moment, il y avait une discussion entre Sonny Anderson, Cucci, le président exécutif de l'OL, et Jean-Claude Blanc. Et tout le monde a appris, apparemment, que Jean-Claude Blanc il était passé à l'OL. On n'a pas compris. Ils sont juste trompés. Hein. Ils pensaient que Jean-Claude Blanc était à l'OL, mais non, il est bien à l'OGC Nice. Ah oui, non, il est bien chez nous. Skito, supporter nantais, nous dit finalement mon club de Nantes est pas si mal par rapport à Kita. Bon, je sais pas si on peut réellement comparer, mais effectivement, bon, ces éléments de contexte. Peut-être juste une dernière question, là, peut-être plus sur l'instant T, Clément. Laurent Blanc, est-ce que tu penses que ses jours sont comptés? Est-ce que comment tu vois l'avenir pour lui? En fait, Laurent Blanc, ses jours sont comptés depuis que Textor a repris la présidence du club. Enfin,
c'est un secret de polichinelle, mais aujourd'hui, si Blanc est encore en poste, c'est parce que Textor, virer Blanc et son staff était trop cher à John Textor cet été et qui préférait investir sur d'autres postes prioritaires ou investir différemment. Pour moi, Blanc, si jamais nous, le prochain match, c'est on joue à domicile contre le PSG. Pour moi, si on prend une tollée face au PSG et même si c'est qu'une défaite, il y a de très grandes chances que Laurent Blanc soit fini. Le gros problème, c'est que Textor, toujours dans cette volonté de faire jouer son réseau multiclub, lui aurait voulu nommer Bruno Lage, qui est actuellement le coach de Botafogo, qui est arrivé en milieu de saison à Botafogo. Il aurait aimé attendre en fait décembre, la fin de saison au Brésil, pour nommer Lage à Lyon. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Botafogo joue le titre et il est large en tête du championnat brésilien. Donc en fait, c'est pas tenable de faire venir Bruno Lage à Botafogo pour 3 mois plus tard le balancer à Lyon. Enfin, déjà que les supporters de Botafogo ont hurlé à la mort quand Textor, pour un peu renflouer les caisses de Botafogo et pour aussi remplir un vide sportif à Lyon, a fait venir Jeffinho l'hiver dernier pour, je crois, quasiment 15 millions d'euros. Enfin voilà, Textor, il fait un petit peu les vases communicants entre ces clubs. Ça marche pour les entraîneurs, typiquement Cassapa, qui était entraîneur adjoint à Lyon, qui est parti faire l'intérim à Botafogo, qui est revenu à Lyon, qui est resté 3 jours à Lyon pour ensuite partir entraîner Molenbeek. Enfin, c'est pas tenable. Et donc, la volonté, c'était Bruno Lage à la fin de l'année, on va dire l'année civile, donc en décembre. Sauf que là, Laurent Blanc, ça ne tiendra pas jusque-là, ou ça tiendra, mais en étant dans les 5 dernières places. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Textor prendra ses responsabilités après Paris, parce que tu as une trêve qui arrive, parce que tu auras fait 4 matchs et potentiellement 4 matchs sans victoire? Ou est-ce que tu attendras un peu plus en espérant que ça puisse passer à la fin du mercato, en espérant 2-3 exploits individuels? Moi, j'y crois pas. Je pense que Blanc, les jours sont comptés. La vraie question, c'est qui pour le remplacer? Et là, je suis incapable de répondre. Je suis directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Julien Stéphan. Exactement. J'aurais dit Il exactement était là pareil. hier en plus. Il était là hier parce il qu'il était là habite hier à avec son Mougins, je père, ouais. crois. Il était avec son père Il habite aussi. à Mougins. Ouais, moi, je pense encore une que fois, ça peut être une piste potentielle. ça aurait été une piste potentielle de temps Aulas. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'est-ce que veut Textor. Parce que Textor, il se mue directeur sportif. Très bien, c'est le rôle aussi d'un directeur sportif de choisir un entraîneur. Donc, on va voir très attentivement ce qu'il nous proposera si jamais il doit virer Laurent Blanc. Mais j'ai aucune idée du style d'entraîneur qu'il aime, s'il a des prérogatives techniques, tactiques, si comme Textor, comme Aulas, il veut absolument que le coach qui est dans un club parle la langue du club. Enfin, je ne sais pas du tout. Et ça, je pense que personne ne le sait. Donc, faudra voir. En tout cas, Stéphane, je ne serais pas enthousiasmé, mais je me dis, c'est dur de faire pire que Laurent Blanc. Et dans un objectif de court terme où tu dois faire avec ce que tu as, bon, pourquoi Et il pas. lui reste combien de temps de contrat à Blanc? Justement, c'est ça, Laurent Blanc en fin de contrat cet été, enfin l'été prochain, 2024. Donc, il y avait toujours cet espoir-là. De toute façon, globalement, je pense que même Laurent Blanc n'aurait peut-être pas accepté de prolonger si jamais la situation avait bien tourné, d'autant que Laurent Blanc, voilà, il a été très déçu de l'été lyonnais où il s'attendait à beaucoup mieux. Et au final, il n'a pas ce qu'il aurait voulu. Donc voilà, Laurent Blanc est en fin de contrat dans un peu moins d'un an, comme le staff. Donc il faudra voir comment là c'est décidé, comment là c'est géré. Mais je pense que moi, mon pari, c'est que Laurent Blanc, il passe même pas la trêve, la trêve hivernale. Il sera viré avant décembre. Je ferme la parenthèse. Avant, je vous invite à aller écouter le podcast sur justement les multipropriétés dans les clubs de foot, de Formation Football Club, le podcast de Scipion, qui aborde justement des cas comme Lyon, comme Strasbourg notamment. Donc très intéressant parce que le sujet est très actuel aussi. Messieurs, retour au match. Romain, qu'est-ce que tu as apprécié dans ce match globalement ou dans les performances individuelles? Et ne me dis pas rien, s'il te plaît. Non, quand même. Je suis pas aussi aigri. Que dalle. Non. J'aime bien Barre depuis le début. Barre, j'aime beaucoup. Et après, je me répète, mais l'assise défensive qu'on a, ce milieu de terrain qu'on a. Le retour de Todibo dans la charnière aussi, on n'en a pas parlé, mais il a fait un vrai bon match. Carrément. Mais voilà, il y a quand même des points positifs. Diop, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte qu'ils mettent un peu des araignées en tête à Farioli pour savoir de qui va mettre entre Boga et Diop.
Mais voilà, après, voilà, j'ai quand même aimé deux, trois trucs. Mais encore une fois, le plus important, il est pas là. Et ça me fait chier, quoi. Axel, dans les performances individuelles, est-ce qu'il y a des joueurs autres que ceux donnés par Romain qui t'ont un peu plu ou alors déplu? Sanson en première mi-temps. Hmm. Sanson en première mi-temps. Après, il s'est un peu éteint en deuxième. Il fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Thuram, toujours cette nonchalance. C'est dommage. Parce qu'on sait que quand il est parti, quand il part à chaque fois pour aller vers la surface adverse, il est inarrêtable. Donc on a moins vu ce registre-là hier. Ensuite, ouais, Diop, Barr, je suis agréablement surpris par son début de saison. À part sa première mi-temps contre Lille, il fait franchement un bon début de saison. Hier soir, je pense que c'est le meilleur des trois matchs. Il a été très percutant, il a bien combiné avec Diop. Donc franchement, même offensivement, hier, il m'a fait plaisir. Voilà. Donc, Romain Perrault, il va falloir qu'il soit bon pour jouer parce que là, Barr, je pense qu'il est bien lancé. J'espère qu'il va continuer comme ça. Ensuite, voilà, c'est tout, hein, l'assise défensive, comme a dit Romain. Boulka, il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Voilà. Sinon, c'est tout. Hmm. Justement, Attal, il a été fiable, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il se retient de se projeter comme avant, par peur de se blesser sûrement, ou je ne sais pas si c'est une demande de Farioli. Mais on voit qu'il se projette beaucoup moins qu'avant. Et c'est dommage parce que ça nous enlève des opportunités offensives. Mais bon, je le préfère le voir comme ça qu'il se blesse à tous les matchs. ouais. Et puis, il y a un moment, il t'a fait un rush, là, je crois que c'était en. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième période Mm. où il part de son camp tout seul à grandes enjambées, où il part de la gauche sur, je crois, un coup de pied arrêté. Ça nous a rappelé les bons souvenirs de Ouais. Youssef Attal, même si effectivement il est beaucoup moins percutant. Bon, c'est peut-être aussi dans son intérêt et aussi les limites qu'il rencontre avec son corps. Clément, dans les performances lyonnaises, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont plu, qui t'ont un peu déplu? Qu'est-ce que tu as rajouté sur le match de Lyon? Sur le match lyonnais, bah, encore une fois, Ryan Cherki, parce que c'est un peu le seul qui est capable de vraiment individuellement créer les décalages et les différences qui manquent, parce que le collectif lyonnais est vraiment, vraiment en difficulté. Dans les performances, on va dire un peu positives, alors je vais vraiment paraître absolument à contre-courant, mais je dirais Amin Sarr. Moi, Amin Sarr, en fait, j'ai toujours eu un petit feeling un peu positif avec ce joueur-là, parce que tu sais qu'il est limité. Il a été rejeté par la cellule de recrutement de Reims avant de venir à Lyon, et Lyon pose 13 millions ou 12 millions sur lui. Bon, enfin, panic buy, mais un cas d'école. Et en fait, tu vois qu'il se démène. Il n'a pas de grande qualité, il est en difficulté, mais il se démène, il se donne. Il a la plus grosse occasion lyonnaise et peut-être même la plus grosse du match. Bon, bah, tant pis, il la met à côté. Enfin, il y a un bon arrêt de Bulka et puis la frappe n'est pas forcément dingue. Mais en même temps, dans ce genre de match, il a fait ce qu'il a pu. Et c'est pas lui le principal responsable. Après, dans les performances plutôt négatives, Tolisso, moi, enfin, Tolisso, depuis son arrivée, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir cédé en fait aux sirènes du «oui, mais c'est un ancien, oui, mais il connaît le club, il a cette mentalité». Oui, enfin, aujourd'hui, Tolisso, il est cramé, il est payé plus de 400 000 € par mois net, et il a été signé jusqu'en 2027, et aujourd'hui, il est mais abyssal, et c'est censé être ton vice-capitaine et donc ce soir ton capitaine. Et quand on voit ses déclarations, c'est pas les déclarations d'un leader, donc je suis très déçu par son match. Et puis petite stat, voilà, c'était son premier match et on sent que lui, par contre, il était pas en jambes. Maitland-Niles n'a pris part à aucun duel en première période. Aucun duel. Voilà, donc Comme ça, c'est c'est clair. bien, voilà. Hmm. Bon, écoute, N'empêche, c'est quand même dramatique parce que nous, Ineos est arrivé, on a rêvé. Mais en gros, nous, c'est que des rêves. Mais Lyon, ils ont vécu ce rêve. Et aujourd'hui, de voir leur situation, franchement, c'est la descente aux enfers de ce club, alors que tout était fait pour que Lyon devienne une place forte du football européen, Oui, avec l'achat du stade, avec côté en bourse, avec tout l'OL Valais, là, le truc. c'est ça. Mais c'était un projet de fou furieux. Et de Ouais. voir ce club à la rue totale, alors qu'ils sortent à chaque fois des pépites, mais
tu te dis, putain, moi, les supporters lyonnais, mais franchement, j'ai trop de peine pour vous parce que nous, on rêve sur du superficiel parce que nous, on n'a jamais connu ça une année avec Favre. Mais vous, putain, c'est cette descente aux enfers, franchement, courage. Bah, il y a vraiment ce sentiment, en fait, c'était dit unanimement, il y a 5 ou 6 ans, unanimement, tout le monde disait: «Lyon est structurellement le meilleur projet de football français». Et aujourd'hui, tu te retrouves relégable, quoi, et tu te dis: «Mais enfin, comment t'en es arrivé là?» Et c'est passé par plein de choses, mais certains te diront que ça remonte à, 2008, le moment où on prend, Claude Puel. Certains diront c'est, 2013, quand, on vire Garde. Certains, diront: «Ouais, bah, c'est le moment où on a lancé le projet du stade». À mon Alors, il y avis, en a certains qui disent que c'est depuis le penalty non sifflé sur Nilmar. oui, bon. Non, mais voilà, enfin, quoi qu'il arrive, ça a été un enchaînement de mauvais choix, et je pense que de toute façon, les personnes les plus responsables, ça reste l'ancienne direction. Textor, je veux pas, enfin, je le blâme bien sûr, mais il récupère aussi un club dans une situation où c'est le club le plus endetté de France. Alors, pour des raisons aussi d'échec sportif, de la politique sportive d'Aulas, certes, mais aussi parce qu'il y a l'incident Mediapro, il y a la crise Covid, et ces deux événements combinés ont été les pires choses pour l'OL, et l'OL a été le club le plus durement impacté par ces deux événements-là, Covid et Mediapro. C'est l'OL qui a le pris le plus cher. Et donc aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation-là. Alors oui, c'est pas simplement de la faute à pas de chance, hein. Il y a des erreurs clairement qui sont des erreurs d'hommes, et là-dessus, il y a des profils types qu'il faut incriminer. Mais voilà, c'est un enchaînement de plein de choses, et aujourd'hui, bah, voilà, la situation elle est comme elle est, et ce qu'il faudrait aujourd'hui, pour enrayer entre guillemets ce cercle vicieux, ce serait un propriétaire qui arrive et qui met l'argent. Pour le moment, l'argent on l'a pas, ou sinon d'arriver à trouver une pépite, qui puisse vraiment amener un projet sportif cohérent. Est-ce que ça doit être au niveau du DS qui choisit l'entraîneur, ou au niveau de l'entraîneur ou qui redonne des pouvoirs, ce qui a été, on va dire, un petit peu tenté d'être fait avec Blanc, même si au final Blanc, on n'a pas grand-chose à faire de l'OL en dehors de l'équipe première, donc c'est pas la bonne personne pour lui donner un projet entre guillemets en tant que manager général, tu vois. Je sais pas trop, mais en tout cas voilà, la situation aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Moi, j'ai eu un élan de nostalgie hier soir devant le match en me revoyant gamin sur TF1 regarder Lyon-Real Madrid et le coup franc de Juninho. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette équipe, même il n'y a pas si longtemps que ça, avec tous ces joueurs issus du centre de formation. Enfin, c'est terrible, quoi. Tu as l'impression que c'est pas la chute d'un club, c'est la chute d'une institution dans sa globalité sur beaucoup de points. Donc, force à vous, on n'est pas ensemble, les Lyonnais, cette fois-ci, mais on est quand même là. Messieurs, Juste si je peux vas-y. répondre. Alors, je pense que c'est une blague dans le chat de Alex qui dit il y a quand même un point positif, qu'Olas ne soit plus là, il sera plus à la direction technique de l'arbitrage. Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle vu les arbitres. Olas reste quand même aujourd'hui très très bien placé puisqu'il est au COMEX de la Fédération française de football. Et Olas use mais de toute son influence pour plomber Textor, parce que le but c'est aujourd'hui de plomber Textor. Il a, on va dire, beaucoup appuyé dans le sens de la FFF pour conserver la sanction qui a été celle de l'Olympique Lyonnais lorsque l'OL est allé en appel devant la FFF. Et voilà, aujourd'hui, Olas, notamment avec son cabinet de conseil là, 2017, il est très très bien à l'aise dans sa communication, même s'il fait quelques bourdes. Après le match contre Montpellier, il avait tweeté, il y avait un mec qui avait fait un tweet, je sais plus quoi, et Olas, sur le ton de l'ironie, avait balancé un mode, mais de toute façon, Textor, il n'y a pas d'urgence, il balancera le coach de Botafogo. Et au final, il avait fait un tweet le lendemain en disant: je suis désolé, j'ai été piraté, mon Dieu. Oui, bon, bref. Terrible. Terrible. Olas reste très bien placé en interne, ne croyez pas. Et il Bon, savonne la planche. clairement. Après, c'est clairement ouais, ça semble être une guerre d'ego qui ne va dans pas dans l'intérêt du club. En tout cas, c'est triste pour les supporters de ce club historique français. Parenthèse, match refermé, messieurs. Priorité au direct. Tazem06 nous dit, selon RMC, l'option d'achat de Romain Perrault est de 5 millions d'euros. Donc, bon, si c'est RMC, c'est que ça doit être un minimum fiable. On avait annoncé environ une dizaine de millions d'euros dans un premier temps. On serait sur un deal aux alentours de 5 millions d'euros. Les modalités, alors c'est une option d'achat et non pas une obligation d'achat, alors que Morgan Sanson, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'une obligation d'achat. Axel, tu me dis si je dis des conneries.
selon Euh, certains critères, il me semble. il prend part à un Oui, il certain faut nombre qu'il de joue matchs. la moitié des matchs, je crois. Il faut qu'il joue la moitié des matchs et il y a une autre option, je sais plus c'est quoi. C'est par rapport au Mais classement en tout du cas, il faut qu'il club, joue la moitié des je matchs. crois. Peut-être. Bon. Oh, bah ça, on va être emmerdé avec ça, par contre. Bien, bien. T'es positif, c'est bien. Ce deal, messieurs, il s'est fait extrêmement rapidement, alors que les grands médias nationaux nous annonçaient des pistes comme Ryan Aït-Nouri, Lucas Digne, Sergio Akieme notamment. On a eu aussi du Fetou Mawassa, contre toute attente. Hier soir, Naninho dans un premier temps, puis relayé par Nice Matin, eh bien, a donné l'info selon laquelle Romain Perraud allait rejoindre l'OGC Nice. Le latéral gauche qu'on attend depuis un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, certains diront un certain nombre d'années. Hein, depuis le départ d'Albert, on est à la recherche d'un latéral constant et de qualité. Cette arrivée, Romain, la modalité contractuelle de sa venue, un joueur formé au club qui connaît bien l'institution, qui a été un peu jeté du club après son prêt au PFC, alors qu'il était en équipe de France Esport. J'avais oublié cette information-là. Il était encore dans la réserve de l'OGC Nice, donc une gestion assez douteuse. Qu'est-ce que tu penses de la venue de ce joueur et est-ce que tu es satisfait au 28 août d'avoir Romain Perraud qui vient de compléter ton effectif avec Melvin Barr et gauche? Bon, moi, oui. Enfin, le joueur en lui-même, j'aime bien. En plus, c'est un joueur qui aime bien le club. Il a été formé chez nous. Donc, non, j'aime beaucoup. Maintenant, à savoir si c'est le profil qu'on devait avoir dans le système Farioli, là, j'ai mis un gros doute. Mais en tout cas, content qu'un joueur formé à Nice revienne un peu et que l'histoire soit un peu plus belle que lors de son premier passage. C'est vrai il a eu quelques petites mésaventures. J'ai écouté son interview sur, je sais plus ce que c'était, 90 foot ou je sais pas trop quoi. Mais, euh, mais en tout cas, non, non, je suis content. Je suis content parce que ça a l'air d'être un bon gars. Mais encore une fois, par rapport au style Farioli, je me pose des petites questions. Si c'est un bon gars, ça veut dire que ça va fonctionner sur l'aile gauche, Romain? Bah oui, en Avec plus, ça va, Jérémy? ça, hein. Oh putain, oh Excuse-moi, là Romain. là, putain, tu niques mon analyse pour ça, Excuse-moi, quoi. excuse-moi, Romain. Je sais pas ce qui m'a pris, je C'est, m'excuse. euh, regarde, même le chien, il a envie de te défoncer, quoi. Mais, non, bah, en tout cas, ça peut apporter que du plus, au niveau concurrence entre Barre et Perrault, et je pense que ça va être sain, et ça peut amener que de bonnes performances, j'espère en tout cas. Il a joué 2 saisons et demie ou 3 saisons de mémoire au Stade Brestois. Il a été très performant, un profil plus offensif que Melvin Barr. Une saison, je crois qu'il est sa meilleure saison. Alors de mémoire, c'est peut-être 21-22 ou 20-21 du côté de... Non, je dis des bêtises, c'est beaucoup plus vieux que ça. Du côté de Brest où il est accrédité de 7 passes décisives en Ligue 1. En Angleterre, malgré le fait que Southampton soit descendu en Championship, il a été titulaire l'année dernière sur une trentaine de matchs. Axel, ton ressenti, est-ce que tu éprouves un peu de déception au vu des noms ronflants que certains médias ont annoncés, ou est-ce que tu es content et satisfait de la venue de Romain Perraud dans l'effectif de l'OGC Nice? Alors à chaud, j'étais un peu déçu que la piste Digne ne se fasse pas, parce qu'on attendait tout ça, on pensait tous que ça allait se faire, et c'était pratiquement fait, mais malheureusement, Digne, il a aligné 3 matchs de fou furieux à Aston Villa. Acuna de Séville n'a pas pu venir à Aston Villa, il s'est blessé aussi 6 semaines. Donc cet ensemble d'éléments a fait que Digne n'a pas pu venir à Nice, alors qu'il y avait un accord entre les trois parties. Mais Perrault, j'avais un gros regret quand il est parti de Nice. On l'avait prêté à Paris FC, il avait flambé là-bas.
Selon lui, le club n'avait pas pris de ses nouvelles lors de son prêt. C'était la saison où il y avait Gane, Grimandi, Vieira qui ont 17-18, pris la tête du club. Je crois que c'est celle-là, ouais. possible. Qui ont pris la tête du club et qui n'ont pas pris de nouvelles du joueur. Lui était un peu énervé par rapport à ça. Ensuite, il revient, il est en réserve alors qu'il est en équipe de France Espoir, comme tu l'as dit. Et oui, c'était un peu cette époque-là où on n'arrivait pas à garder nos jeunes. Avant, il y avait Mopé, maintenant, après, il y avait Perrault. Boscagli, il est parti tôt aussi, je crois. Euh, et là, je suis très content qu'il revienne, que c'est un profil qui va faire du bien à gauche. Même si Barre fait un bon début de saison, Perrault, il n'a pas du tout la même qualité de centre. Il a une grosse qualité de frappe aussi. Euh, je pense que ça peut être que bénéfique à l'équipe. Puis en plus, il est encore jeune, il a 25 ans. Il a encore des belles années devant lui. La modalité de transfert est très avantageuse par rapport à nos moyens. Un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros, je pense que c'est pas grand-chose vu le potentiel et son âge. Il a joué une trentaine de matchs en première ligue la saison dernière, c'est pas non plus n'importe qui. Bon, il jouait dans une équipe qui jouait le maintien, il est descendu, mais à chaque Avec fois qu'il y a un joueur intéressant en Ligue 1 25 défaites, qui, hein, qui, les qui... Saints. Ouais, j'ai vu un tweet je crois que c'est Ligue 1 No Contexte, je sais pas si vous l'avez vu, avec un cercle où joueur intéressant en Ligue 1 va dans un club qui joue le maintien en Première Ligue, revient en France, descend avec son club en Championship, revient en France. Ben là, c'est Mm. le cas, mais on espère que ça va nous réussir. Non, je suis très content, très content. Question. Je préfère ça à la Ouais. piste Hakeme, que je connais pas le joueur, je l'ai jamais vu jouer, donc je n'aurais pas pu émettre un avis sur Hakeme s'il était venu. Donc, Perrault, on connaît bien, il connaît bien le championnat. D'autant plus content de la venue de Romain Perrault qu'elle n'a pas du tout été annoncée par n'importe quel média, autant régionaux que nationaux. Suivez mon regard. Hein, c'est voilà. Après, ça parle d'exclus alors que tu sors aucune info dessus. Mais enfin bref, on n'est pas là pour régler nos comptes avec Foot Mercato. Mais voilà, un peu de respect, messieurs, s'il vous plaît. Par rapport au Mercato, Romain, la question elle est claire. Combien, selon toi, il manque de joueurs actuels pour que tu sois satisfait du mercato de l'OGC Nice? Il te manque un défenseur central, euh, un mec, un ailier à droite. Et, euh, et vraiment, si on veut aller un peu plus loin, 8 encore. Parce que clairement, Becca, il n'y a personne qui compte sur lui, quoi. Donc, mais après, c'est toujours pareil, hein. Sans, sans un sou, tu vas pas bien loin. Donc, après, écoute, si on arrive à trouver la perle rare, mais moi, ce qui me rend fou, Pancho, mais vraiment, c'est qu'à Montpellier, t'as deux pelés, hein. T'as Carotti et peut-être un autre dans leur cellule de recrutement. Nous, on a toute la famille de l'OGC Nice, entre guillemets, tous les anciens joueurs de l'OGC Nice, dès qu'ils appellent le club et leur demandent ouais, vous n'avez pas un poste pour moi? Ouais, bah viens à la cellule de recrutement. Au bout d'un moment, on a une cellule de recrutement, elle déborde, elle dégueule. Moi, sincèrement, je suis un peu déçu je sais pas, comment dire, je suis déçu Du manque des d'idées? joueurs voilà, voilà, je cherchais le mot, du manque d'idées. Et quand je vois des, des clubs comme Montpellier et Reims qui sont allés chercher, voilà, je j'ai plus les noms, mais Teddy Thomas, Le Reims. Jordanien, à Reims, t'as ouais, Teba, là, ou je sais pas trop Thomas. quoi, qui fait un match de fou. Putain, c'est pas. Franchement, en plus, c'est des profils, mais sur lesquels on aurait pu se positionner. Et l'équipe et le club en a besoin quoi, de ce genre de profil. Et aujourd'hui, je trouve que ouais, c'est un manque d'idées total. Euh, Sanson, bon, on connaît, et moi je suis ravi de l'avoir. Mais encore une fois, je me répète, mais faire all-in sur Boga, c'est très risqué. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir avant vendredi soir. Donc pour l'instant, Ghisolfi, moi, il a un peu baissé dans mon estime, mais
il reste le dernier jour du mercato. Mais en tout cas, moi, je suis déçu de ce premier mercato réel de Guy Solfi. Avoir son plan Z pour le DG, même si je suis très content de l'avoir, hein, mais finaliser le 28 août, je me pose des questions quand même, alors qu'on a la plus grosse cellule de recrutement de Ligue 1. Donc, au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer et il va falloir rendre des comptes. Enfin, apparemment, c'est des contrats longue durée sur lesquels on ne touche pas. Mais en tout cas, voilà, la cellule de recrutement, pour moi, les zéros de chez zéro. Et il vaudrait mieux prendre un peu exemple sur des clubs comme Reims ou Montpellier. D'autant plus que Ghisolfi a un réseau implanté en Belgique. Quand on sait qu'un mec comme Teddy Mmh. Thomas, qui joue à l'Union Saint-Gilloise, qui a un parcours atypique, hein, qui a commencé dans les basses divisions françaises et qui s'est exporté sur le tard. Je te rejoins. Maintenant, j'ai quand même l'impression, alors c'est un ressenti, hein, que là, Ghisolfi pose des bases, tu vois. Des bases, Sanson, Perrault, Boga, c'est des joueurs qui vont prendre part activement à l'instant T au projet sportif mené par Farioli. Et après, derrière, lorsque tu as ta base qui est cohérente et performante, tu fais des coups dans ce style-là, tu vois. Après, effectivement, il y a eu cet article dans l'équipe il y a plusieurs mois qui disait que c'était la cellule de recrutement la plus garnie du pays. Je suis d'accord, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu des coups à la Jean-Michel Seri, qu'on a eu des coups à la Ricardo Pereira, à la Dalbert, à la Paul Bass, des joueurs qui, peu importe leur nom, peu importe leur salaire et le montant du transfert, étaient avec nous et ont mouillé le maillot. Quel est ton ressenti, Axel, concernant ce mercato et est-ce que tu es confiant jusqu'à vendredi soir minuit? Bah, moi, je suis toujours positif, donc ça va être compliqué de me voir négatif. Mais je trouve qu'il a très bien dégraissé déjà tous les indésirables anglais. Il manque plus que Schmeichel à ce niveau-là. Ensuite, il manque Beka et Brahimi. Brahimi, bon, apparemment, il y a une potentielle piste pour lui à Brest. On croise les doigts pour que ça se fasse. Il a bien dégraissé. Je pense qu'il a passé beaucoup de temps sur l'arrière gauche pour arriver à la piste Romain Perrault. Moi, j'attends de voir vendredi soir, ou voire même à la fin, on fera les comptes en fin de saison, ou en partie de saison, on verra comment l'équipe joue, comment les recrues sont adaptées à l'effectif. Mais ouais, pour moi, comme l'a dit Romain, il manque quand même un défenseur central. Tu as perdu Vici. Bon, tu as voulu. Je pense que le projet, c'est de mettre Rosario, de le replacer en défense, et ce sera lui le remplaçant celui numérique de Vici. Mais bon, il manque pour moi, ouais, un défenseur central et un ailier droit. Ouais. Hmm. Après, tout va dépendre de la vente de Todibo. J'ai vu que Maguire, West Ham pensait pouvoir le faire avant la fin du mercato. Je ne sais pas si on le vendra. Ça nous permettra peut-être de renforcer l'effectif avec un ou deux transferts, avec une indemnité peut-être un peu plus conséquente de ce qu'on a fait depuis le début. Parce qu'on a fait pratiquement que des prêts à option d'achat. Ouais, on verra vendredi. Mais pour l'instant, sur ce qu'il a fait, au niveau des arrivées et des ventes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si, comme l'a dit Romain, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau des profils. Il n'y a pas des joueurs inconnus. Il ne s'est pas cassé la tête pour chercher ces recrues-là. Il a pris des joueurs fiables de Ligue 1, comme Sanson et Perrault. Après, il y a ce risque-là avec Boga où tu as mis quand même 18 millions. La question se pose par rapport à ça parce que tu joues tout ton mercato là-dessus pratiquement. Hmm. Si tu ne vends pas Todibo. Donc, Et Justement, ça va être. attention, Si Boga ne performe pas là, il va falloir que Ghisolfi soit très convaincant quand il va devoir justifier cet achat-là et le fait d'avoir fait que des prêts à côté, quoi. Justement, et at- ouais, je pense que tu allais embrayer sur Todibo, Romain. C'est pas ouais, impossible que ouais. sur. C'est vrai que il y a un monde où Todibo quitte l'OGC Nice. Alors,
s'il part, donc ça veut dire qu'il partira avant vendredi minuit, hein, du moins de la nuit de vendredi à samedi. Il n'y aura pas les adieux au stade. Bon, j'avoue que Ah, j'aime pas trop ce genre de revoir si c'est le cas, tu vois. et attention à l'offre de merde arrivée en dernière heure de United, histoire de mettre un peu le joueur en porte-à-faux entre Hmm. le joueur et le club. Là, va falloir que mentalement Todibo il soit fort parce que Manchester United qui arrive et qui pose, on va dire 25 alors que nous on en veut 40. Et ouais, Et moi, et que Nice refuse. je suis persuadé que ça va se passer comme ça. D'autant plus que, Hmm. bon, j'ai lu ces derniers jours, on a lu ces derniers jours que voilà, c'était pas une vente en dessous des 40. Déjà, il y a une clause de revente dans le contrat de Todibo qui Hmm. fait que sur le montant dépensé par United, il y aura peut-être 10 ou 15% qui iront directement dans les poches du Barça. Donc tu peux le vendre 30-35. Derrière, le budget, enfin l'argent obtenu sera toujours moindre. Mais j'ai peur de ça, effectivement. Un départ un peu à l'emporte-pièce où Parce que moi, quoi qu'on en dise, hein, et je peux me faire insulter sur Twitter ou quoi que ce soit, pour moi, Manchester, ils ont déjà pris contact avec Todibo. Enfin, avec l'entourage de Todibo, pas avec lui directement. Mais après, bien sûr que on peut entendre tout, mais aujourd'hui, un proche de Todibo, il va pas dire, bien sûr, ils ont pris contact avec lui. Mais aujourd'hui, et quand je dis que Todibo, il a pas la tête ailleurs, parce qu'encore son match, il a été exemplaire, il a été très très bon. Mais par contre, c'est vrai qu'il réfléchit à cette opportunité. En tout cas, il y a réfléchi à un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est clair et qu'il va finir la saison à Nice, ça, je ne sais pas. Mais à un moment donné, la question, elle se posait. Et de son côté. Donc, aujourd'hui, peut-être que Todibo n'a pas les garanties qu'il souhaite aussi. Hein, parce que si c'est pour démarrer, comme je l'ai lu, quatrième défenseur central, ça fait un peu réfléchir. Mais, mais voilà, je sais que, enfin, je suis certain qu'il a déjà eu contact avec United. Après, ça engage que moi, mais, euh, mais voilà. Clément, on va clôturer par toi. Tu as dit que tu avais vu un peu tous les matchs de l'OGC Nice depuis le début de saison. Tu as ce point de vue extérieur qui, je trouve, est très intéressant parce que ça sort de tout clubisme et de tout filtre Ouais. sur les performances. Est-ce que tu penses que le projet entamé et la nouvelle dynamique voulue par Farioli, elle est positive? Est-ce que dans le recrutement, il y a quelque chose de cohérent à tes yeux? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'apprécie plutôt le profil de Farioli. J'avais déjà commencé à pas mal regarder Farioli quand il était entraîneur des gardiens à Sassuolo, parce qu'à ce moment-là, c'était le moment où on avait les rumeurs de Zerbi à Lyon. Et donc Farioli, mais voilà. Et c'est vrai que sur le début, en tout cas, ce que je trouve assez bien, c'est que lui, il semble clair sur son 4-3-3. Alors, c'est bien et pas bien à la fois, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette possibilité, voire de cette nécessité à devoir s'adapter, mais en tout cas, ça permet d'avoir les choses clairement sur le mercato. Je suis d'accord avec Romain sur le défenseur, parce que pour moi, aujourd'hui, partir seulement avec Dante, Todibo, sachant que tu n'as pas Viti, que tu n'as plus Bambou, Attention, euh, il y a Rosario et il y a et voilà Youssouf. ce que j'allais dire. Maintenant, à mon avis, et c'est de là dont je parle quand je dis que Farioli semble avoir une idée très arrêtée. Je ne vois pas Farioli commencer la saison comme ça avec Ndeye Chimie pour finalement immédiatement le reconsidérer comme un central et finalement ne plus le tester. Pour moi, à mon avis, dans mon esprit, il part comme la sentinelle, Ndeye Chimie, et il restera cette sentinelle. Alors oui, tu as Rosario qui peut faire numéro 3. Maintenant, à mon avis, il faudrait quand même un numéro 4, à moins que dans l'académie puisse y avoir un petit jeune qui peut progresser. Je dois avouer que même si je regarde un peu Nice, je ne regarde pas les équipes de jeunes à Nice. Après, concernant l'attaque, mais encore une fois, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais de ton attaque? Comment tu comptes te réorganiser une fois que tout le monde sera disponible? Est-ce qu'une fois que tout le monde est là, tu te redis, bon, bah, on peut mettre Diop à droite ou Boga à droite, et dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin de recruter? Est-ce que tu comptes, quoi qu'il arrive, Boga et Diop sur un seul même côté, et impossible de le faire basculer à droite, et donc là, il faudra une recrue, parce qu'à mon avis, Laborde tout seul,
Surtout que Brahimi s'en va, ce sera compliqué. Et Buonanni, pour moi, il est encore un peu tendre et surtout Buonanni est polyvalent. Donc peut-être, ouais, aller chercher un attaquant polyvalent supplémentaire avec un défenseur central. Je pense pas qu'il faille recruter au milieu de terrain, d'autant que dans l'éventualité où oui, il y a besoin d'adaptation tactique de Farioli, tu as toujours Diop que tu peux remettre dans l'axe comme Buonanni. Donc ça t'enlève le besoin de recruter peut-être des joueurs de rotation si jamais un BK ne répond pas présent. Surtout que pour moi, il y a un joueur qui est dans cet effectif-là et qui n'est pas assez utilisé, c'est Boudaoui. Donc moi, je suis assez demandeur de voir encore plus Boudaoui dans ce milieu de terrain, peut-être pas en sentinelle, mais en tout cas, voilà, Boudaoui a cette carte à jouer là au milieu de terrain et je ne suis pas favorable au recrutement d'un milieu de terrain à Nice tout de suite dans les médias. Surtout qu'un recrutement sous-entend aussi un départ, et en l'occurrence, c'est plutôt BKBK qui Oui. cocherait tout pour un départ. Messieurs, on arrive sur la fin de cette émission. On a abordé pas mal de sujets. Peut-être juste un dernier sujet qui nous est donné par Bad Boy Pierre, que je salue, qui nous dit: et ouvrons le dossier Schmeichel, plus gros salaire du club, qui dit vouloir honorer ses 2 années de contrat mais qui n'apparaît plus dans le groupe. Le club compte réagir ou on le laisse cracher sur l'institution? Effectivement, Kasper Schmeichel, donc relégué, alors même pas un poste de numéro 2 puisqu'il n'est plus dans le groupe, qui passe ses semaines, eh bien, quand il a la possibilité de rentrer le plus souvent au Danemark, il y rentre. Romain, ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'on arrivera à se retirer cette épine du pied avant la fin du mercato? Bah, je pense que pour toutes les parties, il faudrait quoi, parce que Schmeichel, il a un objectif, c'est d'avoir les 100 sélections avec le Danemark Mhm. et de jouer l'Euro. Donc, en étant remplaçant, enfin, c'est même pas remplaçant, c'est même plus sur une feuille de match, quoi. Donc, il va pas aller loin. Donc, est-ce que c'est pour mettre un coup de pression à Nice qu'il a fait ça? Je sais pas, mais en tout cas, pour lui comme pour nous, il vaudrait mieux trouver une porte de sortie parce que sinon, bah, le Schmeichel, il va cirer le banc et bien comme il faut, quoi. Axel, un départ inévitable pour Kasper Schmeichel. Maintenant, est-ce que Nice peut se... Après, Est-ce que le Nice peut se... problème, c'est qu'il faut Ouais. recruter un numéro 2 s'il part. Bah, il y a C'est ça le Boulendi, hein. problème. Actuellement, il n'y a pas de numéro 2 pourtant sur le dernier match. Sur le Ouais, match c'est ça contre le Lyon, problème. il est même pas sur le banc, quoi. Ouais. Mais si Boulka il se blesse, tu vas pas mettre Ouais, Boulendi, c'est quoi. vrai en Bien Enfin, plus. sûr. ça va être très Là, compliqué. là, oui, là, je comprends. Ouais. Mm. C'est... Ah Voilà. bah, c'est un quid. Il va s'en passer des choses avant vendredi. Parce que Ah lui, oui. numéro 2, il jouera pas, hein. Ah bah c'est surtout, enfin, ça a l'air quand même d'être quelqu'un avec un certain ego. Voir ton numéro 2 l'année dernière qui passe numéro un et que tu restes numéro 2. Enfin, Ouais, pour c'est quelqu'un qui ça. a, qui a 36 ans, qui est capitaine de la sélection Mm. danoise, enfin, je me C'est mets à sa surtout ça. place, c'est pas C'est évident, ça quoi. qui est. C'est presque pire, je pense, pour l'ego d'avoir que simplement il y ait une recrue qui prenne ta place. C'est que c'est celui qui était le numéro 2 qui était derrière toi l'année dernière, qui là te passe devant. Ça va être encore plus difficile. Et qui en Mais plus en est tout cas, performant et convaincant dès les premières apparitions. ouais, Donc bon, on verra bien. Comme l'a dit dossier Romain, épineux. je pense que d'ici vendredi soir, on aura pas mal de choses eh bien, à commenter. J'espère du positif. J'en profite pour faire la petite pub. Vendredi soir, sur le créneau, je pense 21h minuit ou 22h minuit, on se fera eh bien, un live, une libre antenne sur Twitch, sur cette chaîne avec Sky d'Avantinissa. Donc écoutez, vous serez les bienvenus. Moi, je pencherai plus sur un 21h minuit pour parler des 3 recrues manquantes à Je l'OGC crois que Nice. le mercato se termine à 23h, comme l'année dernière. 23h? Et la Ligue a pas. L'année dernière, ils avaient terminé à 23h aussi, afin de permettre au club d'officialiser pendant la dernière heure les recrues. Mais il me semble que c'est 23h. La Ligue n'a pas officialisé l'heure exacte, mais le jour, le 1er septembre, vendredi le Possible. 1er septembre au soir. Mais en tout cas, l'année dernière, c'était 23h. Et là, ils n'ont pas Mm. précisé l'heure, mais il me semble que c'est 23h. J'avais lu passer ça. Eh bien, on se calera sur les heures de la Ligue, du coup, mais il me semblait avoir vu minuit. Bon, à voir en tout cas, va falloir surveiller tout ça. Quoi qu'il en soit, il y aura un live. Donc, eh bien, soyez présents si l'envie vous dit de Et passer la soirée je, avec nous.
Je passe une petite pub aussi. Vas-y. Vendredi soir, entre 21h et minuit, il y a la libre antenne avec Diffoul sur Skyrock. Et voilà. Ouais, ça peut être super sympa, quoi. Voilà. C'est abusé parce que tu vois, cette blague, il y a les jeunes qui ont 15-16 ans qui la comprennent comme nous, les vieux, enfin les vieux, les moins vieux que Ouais, toi, hein, Romain, mais qui peuvent la comprendre, ah, quoi. je sais. Tellement que le truc, il est indémodable depuis 30 ans, quoi. Grave, C'est grave. Avec abusé. Romano et Cédric, quoi. C'est ça. Et la Marie. Messieurs, on clôture cette émission. Un grand merci à tous les trois. Axel, félicitations pour ta première, tu as été au top. Clément, tu es toujours le bienvenu dans l'émission. Une bonne saison à l'Olympique Lyonnais. On espère quand même Merci voilà, que vous arrivez à sortir un peu la tête de l'eau. Et puis Romain, bah, écoute, bonne libre antenne à toi vendredi soir sur Skyrock. Un grand merci aux gens présents sur le chat. Vous avez été au top. Et puis voilà, il y avait des choses qui étaient très intéressantes qui sortaient de vos messages. Donc merci à vous. Passez une très très bonne soirée. Le replay sortira demain matin sur Spotify et sur YouTube. D'ici là, passez une bonne soirée. Et puis on se retrouve vendredi soir. Ciao ciao.